Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler sport mécanique, pour parler de la dernière catégorie qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne, c'est la Moto 2. Beaucoup de choses à dire encore sur cette catégorie, même si la course n'a pas été si incroyable que ça. C'est un peu comme la MotoGP, ça a été une course à l'élimination et puis assez vite, en fait il n'y a pas eu 150 dépassements dans cette course, un peu comme la semaine dernière en Moto 2, hein, ça a été un peu similaire entre le Grand Prix d'Andalousie et le Grand Prix d'Espagne, tous les deux à Jerez de la Frontera. On a eu des pilotes encore en forme, comme Luca Marini, les pilotes Sky, Marini, Bezzecchi, Aaron Canet encore bien. Thomas Luthi, c'était encore pas exceptionnel avec Marcel Schroeter, mais il y a eu quand même du mieux entre ces deux pilotes. Augusto Fernandez encore au fond du trou. Et puis, ça c'est tous les pilotes dont on parlera pas dans le reste de la vidéo. Donc pour ça, je les donne d'entrée. Beaucoup de chutes. Surtout le week-end, parce que vous savez, en Moto 2, vous avez des qualifs 15 heures après les MotoGP, donc beaucoup de chutes pendant tout le week-end. Ça a forcément eu des conséquences sur le rythme de certains pilotes. Mais au final, une course, là encore, c'est la catégorie, je pense, où j'ai pris le moins de plaisir. Après, la course moto, c'est toujours le même bordel. Alors autant la semaine dernière, je l'avais regardé après coup, parce que sinon c'est assez vite compliqué. Autant là, je l'ai regardé en direct. Donc quand tu manges et en même temps que tu regardes une course, c'est pas le top pour être hyper attentif au Grand Prix, mais j'ai quand même pris des notes et je mangeais et je prenais des notes, un truc de dingue. On va commencer tout de suite avec les pilotes au top parce qu'il n'y a pas de français dans la catégorie. Du côté des pilotes au top, on commence avec Enea Bastianini, l'italien, vainqueur du Grand Prix, mais excellent sur son rythme de course. Ça a été vraiment... il gagne avec 2 secondes d'avance, mais le cinquième, Aaron Canet, est quasiment à 10 secondes. Donc c'est dire quand même le travail qu'il a effectué, un travail qui pourtant en qualification n'avait pas été si incroyable que ça. Bon voilà, il était troisième sur la grille de départ, mais dès le départ il fait un bon départ et ensuite il se retrouve en tête assez facilement. Marini a tenté de lui mettre la pression, mais on sentait que Marini était un peu moins à l'aise que la semaine dernière. Les températures de piste étaient aussi un petit peu plus élevées. C'était un peu plus compliqué pour lui certainement. Mais voilà, Bastianini qui pourtant avait pas fait une très grosse session en EL3, mais a toujours très bien travaillé l'après-midi. Il est toujours dans le top 10 l'après-midi, donc c'est là où ça comptait. Le matin, rarement là, 17e en EL1, encore une fois 16e en EL3. Par contre, l'après-midi, 8e et 3e en qualif. Même au warm-up, on sentait qu'il avait un bon rythme de course. Il a surtout travaillé son rythme de course. Pas énormément de time attack pour Bastianini, mais voilà un bon week-end. Surtout que si on compare à son équipier Dalla Porta, qui est certes débutant, mais qui, à l'inverse, lui, est en grande difficulté. Il a montré qu'il pouvait dominer un Grand Prix et rester fiable, ce qui n'avait pas toujours été le cas pour Bastianini les années précédentes. Et puis oui, il a résisté quand même à Marini et Bezzecchi qui n'était pas loin de lui pendant très longtemps en course. Ensuite, Marini a un peu cédé à 10 tours de l'arrivée. Et puis, il n'a pas fait d'erreur dans des conditions qui étaient traîtres, avec beaucoup de chaleur en piste. Donc, il fallait résister à ces conditions-là, ce qui n'était pas facile du côté de Bastianini. Mais voilà, bon week-end. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il a dominé pendant tout le Grand Prix. Qu'il continue comme ça, qu'il continue d'avoir un très bon rythme sur les manches suivantes, parce qu'on attend beaucoup quand même du pilote Italtrans. On attend beaucoup des pilotes italiens cette année, parce qu'il y a vraiment des très très bons pilotes entre Marini, Bezzecchi, Bastianini. Alors ça sera pas facile pour eux de monter en MotoGP, parce que c'est quand même pas mal bloqué pour le moment. Mais un pilote italien qui serait sur une Ducati dans une équipe espagnole, ça pourrait arriver d'ici 2021 si Johan Zarco montait chez Pramac ou si Pecco Bagnaia montait chez Ducati, ce qui ne serait pas impossible dans la catégorie Rennes. On continue avec Sam Lowe's. Du côté de Sam Lowe's, régulier
comme la semaine dernière, à la même place que la semaine dernière, 4e. Je l'avais pas mis dans mes tops la semaine dernière, je crois. Je vérifie, mais non. J'avais dû avoir l'idée, mais j'avais plutôt mis Canet parce que très bon débutant. Du côté de Sam Loves, très bon week-end. Encore une fois, ce qui me plaît cette année sur le Sam Loves 2020, c'est qu'il ne tente pas tout pour gagner la course. C'est-à-dire que l'année dernière, même s'il n'avait pas les capacités de gagner la course, il faisait tout pour la gagner, quitte à, par exemple, à Brno, il avait explosé ses pneus au bout de 5 tours de course parce qu'il était en tête. Enfin voilà, à chaque fois, il en faisait beaucoup trop. Sam Loves, c'est un peu ça depuis son début de carrière, parce que même en MotoGP, ça avait été son gros problème. Il a été bon, il a été régulier, il a fait ce qu'on lui demandait. Il prend la 4e place. Il domine Augusto Fernandez, qui certes est bon pour le moment au fond du trou, mais qui, je rappelle, est un vainqueur de Moto 2. Donc faut quand même pas le négliger. L'année dernière, Augusto Fernandez. Et puis je regardais très régulier parce que premier au warm-up, deuxième en qualif, deuxième en EL3, en EL2 il était 5, en EL1 il était 6, donc on l'a tout le temps dans le top 8 et ça montre aussi une belle régularité, un bon travail de Sam Loves. Dommage qu'il ne monte toujours pas sur un podium pour le moment, le pilote britannique, mais je regardais aussi au championnat, c'est que pour un pilote qui n'a pas fait la première course, eh bien, il a rattrapé un peu de son retard. Alors, il lui reste encore 24 points à remonter, mais je me dis que c'est un pilote qui va pas être facile à battre parce que je pense qu'il sera à l'arrivée de beaucoup de courses cette saison, Sam Loves, et que Bastianini et Marini vont devoir être très réguliers et ne pas faire d'erreurs s'ils veulent remporter le titre face aux pilotes britanniques ou face à d'autres pilotes de ce championnat. On termine avec Stefano Manzi. Pourquoi ? Parce que le pilote MV Agusta a fait un excellent week-end. Pilote qui est certes toujours un petit peu trop agressif à mon goût, mais ça c'est mon avis. Stefano Manzi, pilote donc de la MV Agusta. On rappelle MV Agusta, châssis tubulaire comme la KTM l'année dernière, donc pas facile à mettre au point. Deuxième année simplement de présence avec le team Forward. Alors le team Forward, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est le team qui a engagé des Yamaha des Yamaha pour Loris Bass. C'est le team qui a permis à Loris Bass d'aller en Moto Grand Prix, donc un team très important quand même, qui avait fait du bon travail avec Loris Bass. Il y avait une 4e place à Silverstone, je crois me rappeler, une année sous la pluie. Donc voilà, c'est un team qui a quand même de l'expérience désormais. C'est pour ça qu'MV Agusta leur ont fait confiance. L'année dernière, c'était pas exceptionnel pour Manzi et Alligator. Et là, c'est vrai que pour le moment, Manzi est très fort. Surtout, il domine Simone Corsi, son équipier. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, qui est un pilote un peu référence dans cette catégorie Moto 2, Simone Corsi, qui est tombé en course, mais il a été derrière pendant tout le week-end. Il n'avait pas un rythme de course exceptionnel, parce que 24e du warm-up. Par contre, il a fait il passe pas loin de la Q2, vraiment à quelques dixièmes. La Q2. Il a été assez régulier, puis en course, il a profité encore une fois des abandons. Il n'a pas fait d'erreur, ce qui n'est pas si facile que cela avec cette moto. Surtout, il prend une 9e place, et je crois le premier top 10 de cette équipe, ce qui est vraiment une bonne chose. À eux de continuer désormais à progresser. Il y a encore du travail pour l'équipe MV Agusta. Il y a encore pas mal de jobs pour eux. Si en plus je raconte une connerie, si il était en Q2 en plus Manzi. Si il était en Q2, ce qu'il a une pénalité. Non, il était en Q2. Les deux, c'est vrai que les deux MV Agusta étaient en Q2. Je crois me rappeler, non ? Simone Corsi. Est-ce qu'il va me retrouver Manzi ? Ou soit j'ai des moments où savoir que les qualifs aussi, j'étais pas hyper attentif. Ouais, non, il a raté la Q2 pour pas grand chose derrière Simone Corsi, mais il a été performant en course, il a bien fait une belle remontée et c'est ce qu'on attend de lui. Donc s'il arrive à mieux se qualifier, ça sera encore mieux pour le pilote italien, mais que MV Agusta continue comme ça, parce que ça serait bien d'avoir une guerre autre que Kalex et Speed Up
Parce que c'est vrai qu'NTS, pour le moment, n'est pas du tout dans le coup, que ça soit avec Bo Schneider ou avec, ou avec Bo Schneider. Non, ils sont deux chez NTS. Pourquoi ils ne marquent pas les deux pilotes ils sont pas deux chez NTS, Bo Schneider. Si, j'ai Scorafine, voilà. Je savais bien qu'il y avait un deuxième pilote. C'est vrai qu'NTS n'est pas dans le coup, donc pour l'instant c'est un duel Kalex Speed Up, et c'est quand même vraiment Kalex qui est au-dessus pour le moment, donc on a l'impression un petit peu dans ce championnat Moto 2 d'avoir une formule monotype, et c'est pas top en moto, on n'aime pas trop ça. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec Rory Martin qui finit 6ème du Grand Prix, qui finit 7ème en qualification, en warm-up, en qualif il était 6 aussi. Vous allez me dire, je suis un peu difficile avec Rory Martin. Oui, mais Rory Martin, c'est un pilote qui l'année prochaine sera chez Pramac. On attend beaucoup de Rory Martin chez Ducati. On nous a dit que c'était la nouvelle pépite qui allait arriver en Moto Grand Prix. Sauf que moi, je suis beaucoup plus craintif du niveau de Rory Martin. L'année dernière, il s'est fait quand même manger par Brad Binder. Alors certes, avec une moto qui n'était pas simple, mais même en fin de saison, quand la voiture était plus facile, quand la moto était plus facile à conduire, Brad Binder était devant, et largement devant. Alors certes, c'est un très bon pilote, mais bon, Martin est normalement de ce niveau-là s'il va au Moto Grand Prix. Là, pour le moment, sur les 2 premières courses de la saison, Nagashima était au-dessus de lui. Là, ça va... Enfin, Nagashima, il était encore devant jusqu'en EL3, il est tombé en EL3 assez lourdement sur la tête, et ensuite il a été un peu moins rapide, mais il est toujours derrière Nagashima au championnat. Et c'est vrai que Rory Martin, j'ai des doutes quant à son niveau. C'est un pilote qui a monté très vite de Moto 3 en Moto 2, de Moto 2 en Moto GP, ça sera également très rapide. Je trouve que c'est un pilote qui manque d'expérience parce que souvent blessé dans les catégories, donc il a eu peu de courses au final, il a fait peu de Grands Prix. En 4 saisons, il doit avoir moins de Grands Prix il a moins de Grands Prix que la normale, parce qu'il a une demi-saison qui a été complètement mangée. Enfin, voilà, c'est un pilote qui a été pas mal blessé, Rory Martin, et j'ai peur qu'il monte trop vite en GP, qu'il se grille les ailes, parce que moi, je le verrais bien rester une année de plus quand même en Moto 2 pour parfaire un petit peu son niveau et sa connaissance des motos très puissantes. Après, il a voulu monter très vite. Pramac n'a pas voulu se faire avoir, a voulu devancer KTM également. C'était un moment où on pensait que Dovizioso irait peut-être rejoindre KTM. Donc il y a peut-être un côté je chope ta star, ton futur prodige, pour me venger. Au final, Dovizioso ne va pas chez KTM. Dovizioso, on ne sait même pas où il va aller à la fin de saison, parce que j'ai l'impression qu'il va faire une saison, c'est une année sabbatique. Mais du côté de Rory Martin, ouais, des choses intéressantes quand même, mais ça manque un peu de vitesse pure pour le moment pour le pilote espagnol. On continue avec Rory Navarro, là aussi plutôt bon dans les essais libres, et puis en course, ça ne performe pas avec la speed-up, que ça soit lui ou même Fabio Di Giannantonio qui est encore plus loin d'Ija. Par rapport à l'année dernière, je trouve que les speed-up sont vraiment en retrait en termes de performance. Alors, on sait que les speed-up, leur avantage, c'était de conserver les pneus extrêmement frais en fin de course l'année dernière. Sauf que j'ai l'impression que Kalex a également trouvé la recette pour pouvoir faire ce genre de choses. Et ce qui fait que donc l'équipe les motos speed-up sont un peu plus peut-être un peu moins performantes, un peu moins hautes dans le classement, parce que cet avantage-là n'est plus aussi prépondérant. Et puis surtout, encore une chute pour Rory Navarro, pas mal de chutes sur ce week-end pour le pilote espagnol, et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour un pilote qui pourtant l'année dernière promettait beaucoup avec Fabio Di Giannantonio. Le duo de pilotes est beaucoup plus en difficulté cette année, surtout quand on voit les performances du team Aspar et surtout d'Aaron Canet, mais même si Afrin pas sur ce Grand Prix là mais la semaine dernière était vraiment pas mal aussi. Donc c'est assez surprenant de voir que des pilotes qui étaient déjà dans la catégorie l'année dernière avec cette même moto n'arrivent pas à s'en sortir cette année. Et puis on finit avec Lorenzo Baldassari, week-end à oublier pour le pilote italien. C'est pourtant un circuit qui lui a réussi plutôt pas trop mal l'année dernière, s'était imposé, et c'est troublant de voir la différence de niveau entre cette année de l'année dernière, et le début de saison de l'année dernière, pour le moment pour Lorenzo Baldassari, et vu qu'au fur et à mesure de la saison de l'année dernière il avait
perdu pied. J'ai l'impression qu'il n'a toujours pas retrouvé le niveau de performance qu'il avait l'année dernière, Lorenzo. Il fait de moins en moins partie des prétendants à un guidon en MotoGP, Baldassarri. Parce que mentalement pas assez solide, parce que n'arrive pas à s'en sortir. Quand le week-end commence mal, ça finit mal chez Baldassarri. C'est pas un pilote qui arrive à changer la donne, comme on peut voir en Moto3 avec Darrell Binder. Malgré le fait que c'est un pilote qui se bat plutôt bien en course, c'est pas un pilote qui arrive à changer la tendance. Et en MotoGP, on aime plutôt ça, c'est-à-dire si on commence mal, modifier la situation. C'est ce qu'avait réussi à faire Brad Binder l'année dernière en Moto2, ce qui lui a permis d'avoir un guidon en MotoGP très clairement. C'est d'avoir réussi à inverser la tendance pour le pilote sud-africain. Et là, du côté de Baldassarri, c'est pas un pilote qui arrive à faire ça. Peut-être que le fait de rester dans le Team Pons, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Peut-être que d'aller dans une autre équipe aurait pas été mal pour lui. Le fait d'avoir quitté la VR46 Academy, on attend aussi beaucoup de lui parce qu'il s'émancipe un petit peu de l'Académie Rossi, et normalement quand tu t'émancipes, c'est que tu es sûr de toi, tu es sûr de ton niveau de performance, et là c'est pas le cas pour Baldassarri. Donc beaucoup de questions, peu de réponses envers le pilote italien, et c'est avec beaucoup d'inquiétude aujourd'hui envers Baldassarri. Si ça continue comme ça, je pense qu'il aura du mal à atteindre la catégorie reine très clairement. On va passer au classement pilote, pas classement équipe. On commence par classement pilote. C'est toujours Tetsuta Nagashima qui est en tête avec 2 petits points d'avance sur Bastianini. Sa 11e place lors de ce Grand Prix d'Andalousie a fait un petit peu mal. On continue, donc Bastianini, Luca Marini à 5 points derrière. Donc les 3 pilotes sont plutôt bien. On retrouve ensuite Aaron Canet, puis Lorenzo Baldassarri, Jorge Martin, Sam Loves à 26 points. Donc des pilotes qui sont... Sam Loves est en capacité, je pense, de remonter. Jorge Martin, on a du mal à savoir. On a ensuite Rémi Garner, Xavier Vierret, Marco Bezzecchi, et une mouche qui est en train de m'embêter, Thomas Sutti, Marcel Schroeter, et puis deuxième débutant Hector Garzo, le pilote Calex, et puis on retrouve aussi bien plus loin dans le classement Didja, Jack Dixon, Simone Corsi, deuxième pilote MV Agusta. On peut noter également la 14e place, très belle 14e place pour le moment de Stefano Manzi, qui est un des rares pilotes à avoir pris des points sur les 3 premiers Grands Prix, ce qui montre qu'il est d'une très grande régularité et qu'il est plutôt à l'aise sur cette MV Agusta. On va regarder le classement constructeur. C'est l'équipe Catelex, le Red Bull Team Ajo qui est devant avec 76 points, devant l'équipe Sky avec 65 points, donc déjà 11 points d'avance. Et puis on retrouve ensuite Italtrans, les bons résultats de Bastianini, parce que Dalla Porta n'a pas apporté de points à son équipe. On retrouve ensuite derrière le Team Aspar, le Team Ponce, Flexbox HP40 qui est très loin par contre. L'équipe espagnole pour le moment en difficulté, Israël Galicia également pas au top, devant Dynavolt, des équipes qu'on attendait un peu plus haut dans ce classement. On retrouve ensuite le team Petronas, le team Stop and Go, American Racing, et puis MV Agusta avec 14 points, qui est 11e pour le moment, l'équipe italienne, surtout grâce au résultat de Stefano Manzi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour parler de la F1 la semaine prochaine, et puis pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.